Bonsoir! Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur ce stream. Aujourd'hui nous allons donc continuer nos aventures avec le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. On s'était arrêté à la fin du chapitre 12. Il s'en est passé des choses, les amis, il s'en est passé. Phileas Fogg, grand maniaque, grand gentleman, richissime, 40 000 livres de fortune, un grand maniaque qui adore la ponctualité, toutes ces choses. Il a viré son précédent domestique parce qu'il a chauffé l'eau pour nettoyer la barbe de Phileas Fogg à 28 degrés au lieu de 30 degrés. Donc il rencontre Passepartout, un jeune homme de français qui était auparavant pompier, il travaillait dans un cirque, bref, il a une forte carrure, c'est quelqu'un de robuste, mais bon, il a vécu tellement de choses dans sa vie qu'il a besoin d'un peu de calme, et donc il part à Londres pour devenir valet de chambre, et c'est comme ça qu'il rencontre Phileas Fogg, et il est très content parce que Phileas Fogg, il a pas d'amis, pas de famille, pas de parents, etc. Donc c'est quelqu'un de très casanier, de très calme, donc ça lui va parfaitement à Passepartout qui a envie de vivre une vie tranquille, donc ça fait plaisir pour lui, il kiffe ça, il kiffe bien. Phileas Fogg, c'est quoi son occupation ? C'est quoi son occupation à Phileas Fogg, hormis le fait de rien faire? C'est d'aller au Reform Club. C'est d'aller au Reform Club, un club de... À bientôt. D'aller au Reform Club, un club de gentlemen qui se réunissent pour boire des verres et jouer au whist, un jeu de cartes anglais. Et ils jouent donc au whist et ils lisent le journal. En gros, c'est ça les journées de Phileas Fogg. Et là, en l'occurrence, après avoir engagé Passepartout, il va donc au Reform Club, il lit le journal et ensuite il joue au whist avec ses compères gentlemen. Et la discussion se dirige vers un vol qui a eu lieu à la Banque d'Angleterre. Il s'avère qu'un des gentlemen est employé dans cette banque. Il parle donc de ce vol de plus de 55 000 livres. Je rappelle que la fortune de Phileas Fogg c'est 40 000, donc c'est beaucoup d'argent. Et Andrew Stuart, un des gentlemen, est persuadé que ce voleur pourra s'en sortir sans être attrapé par les forces de l'ordre, parce qu'après tout, la Terre est vaste. Mais il y en a plusieurs de gentlemen qui disent « Ouais, mais la Terre est vaste, mais elle a tendance à diminuer, étant donné qu'on peut faire le voyage, le tour du monde en 80 jours, selon le Morning Chronicle, grâce au paquebot, aux voies ferrées, dont une nouvelle voie ferrée qui s'appelle la Great Peninsular Railway aux Indes. » Et Andrew Stuart dit « Ouais, mais non, mais c'est sans compter les imprévus, etc. » Mais Phileas Fogg, il dit « Non, c'est 80 jours, tout compris. » Et là s'ensuit une discussion qui amène Phileas Fogg à parier qu'il est capable de faire le tour du monde en 80 jours. Il parie 20 000 livres, la moitié de sa fortune, contre les autres gentlemen. Donc, et juste après sa partie de whist qui finit en début de soirée, il s'en va, il rentre chez lui dans sa maison de Savile Row beaucoup plus tôt que prévu, et il dit à son domestique Passepartout, bah écoute, fais un petit sac avec quelques chemises, des chaussures, etc. On s'en va tout de suite, on va faire le tour du monde. Donc Passepartout, il est un petit peu abasourdi par la nouvelle, et il est tellement abasourdi qu'il oublie d'éteindre le bec de gaz de sa chambre quand il part. Résultat des courses, Phileas Fogg lui dit bah tout ce qui va s'échapper de ce bec de gaz te sera demandé en argent, évidemment. Donc Passepartout, déjà, il l'a un petit peu mauvaise. Et ensuite, quand ils partent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils doivent prendre le bateau à Brindisi. Ils prennent le bateau, ils arrivent au canal de Suez et là il y a le détective Fix qui mène son enquête pour essayer de trouver le voleur de la banque, et il s'avère que une des personnes qui est dans le Mongolia, qui s'avère être Phileas Fogg, correspond au profil du voleur, c'est-à-dire que il n'a pas vraiment le profil du voleur, il a plus le profil d'un gentleman. Et notre ami détective Fix donc est persuadé après un petit entretien avec Passepartout qui lui dit en gros Passepartout, ouais alors mon maître, lui il veut faire le tour du monde en 80 jours, il veut faire ça très rapidement, puis en plus il a pris 20 000 livres avec lui pour le voyage, ça fait beaucoup 20 000 livres, etc. Donc le détective Fix, après avoir posé quelques questions à Passepartout, et Passepartout il ne sait pas que le monsieur Fix est un détective, et donc détective Fix il est persuadé que Phileas Fogg c'est le voleur de la Banque d'Angleterre, et donc
il commence, il envoie une dépêche d'abord, et ensuite, ce qu'il voudrait, ça serait avoir un mandat d'arrestation pour arrêter Phileas Fogg. Donc après l'escale au canal de Suez, ils reprennent toutes et tous le bateau en direction de Bombay, et donc le détective Fix prend le bateau avec eux. Et arrivé à Bombay, là il se passe deux dingueries. La première, c'est Phileas Fogg, lui il s'en fiche de visiter Bombay, ils doivent prendre le train ensuite de la Great Peninsular Railway en direction de Calcutta. Et avant de prendre ce train, Phileas Fogg il va se faire un petit dîner et puis il mange une gibelotte de lapin, c'est-à-dire de la fricassée, et il trouve ça dégueulasse, donc il le dit au maître d'hôtel, il le clash littéralement et lui dit que c'est vraiment immonde, qu'il a jamais mangé un truc aussi dégueu de sa vie. Donc ça c'est la première dinguerie, et l'autre dinguerie c'est que notre cher Passepartout, il va faire des petites emplettes évidemment parce qu'ils sont partis avec le strict minimum, donc il va acheter quelques chemises, chaussettes, etc. Et sur le chemin, en allant vers la gare, il se dit non mais attendez, mais je suis en train de passer vers une magnifique pagode, je vais aller la visiter. Sauf que monsieur Passepartout, il ne connaît pas du tout les règles en vigueur en termes de religion, donc il ne sait pas que quand il entre dans un lieu religieux, il doit notamment enlever ses chaussures, et aussi il y a certaines pagodes où c'est interdit aux chrétiens, c'est interdit aux personnes qui ne partagent pas la religion hindouiste. Donc il entre quand même et il se fait rouer de coups par 3 prêtres, et Passepartout, lui, pour se sortir d'affaire, il leur pète la gueule. Il leur pète la gueule et il se barre. Et en plus de ça, quand il arrive à la gare, il raconte cette histoire à Phileas Fogg. Sauf qu'il y avait le détective Fix juste à côté qui a un peu tendu l'oreille. Donc là, détective Fix, il est persuadé, il est là, bon, en fait, j'ai pas besoin de prendre le train avec eux. Je tiens mon homme. Donc il reste à Bombay, pendant que les 2 autres, eux, vont prendre le train. Et ils prennent le train notamment avec Sir Francis Cromarty, qui est un brigadier général avec qui ils étaient déjà dans le bateau précédemment. Phileas Fogg jouait au whist notamment avec lui. Et ils prennent le train donc ensemble. Sir Francis Cromarty dit ouais mais vu ce que vous voulez faire en termes de voyage, c'est-à-dire faire le tour du monde en 80 jours, s'il y a un problème notamment avec le fait que Passepartout vient d'enfreindre la loi quand même, parce que c'est très strict à l'époque, par rapport à leur religion, etc. Les Britanniques sont très stricts et il faut respecter la religion hindouiste. Donc évidemment, Passepartout il risque d'avoir des problèmes et donc ça risque de retarder le voyage. Phileas Fogg lui dit qu'il a tout prévu, que de toute façon pour le moment ils ont de l'avance, ils ont 2 jours d'avance sur le programme qu'a fait Phileas Fogg. Il prend des notes, il relève les bénéfices et les pertes en fonction des escales, etc. Et là il a 2 jours d'avance, donc s'il se passe un truc, en tout cas il a de quoi prévoir le coup. Et en plus de ça, il se passe évidemment une dinguerie, c'est-à-dire que le train s'arrête à Colby, à une 50aine de miles de... chaque fois j'oublie ce nom, c'est incroyable, Allahabad, voilà, Allahabad, à 50 miles de Allahabad, le train s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, fake news, le Morning Chronicle dit que le Peninsular Railway est terminé, mais en fait il n'est pas du tout terminé, il manque une voie ferrée qui relie Colby à Allahabad, c'est-à-dire 50 miles, donc 80 km, donc il faut faire le reste autrement, aller jusqu'à Allahabad et reprendre le train. Donc nos amis, le temps qu'ils discutent, etc., puis se rendent compte du problème, ils se rendent compte qu'il n'y a absolument aucun moyen de transport, si ce n'est un éléphant. Donc Phileas Fogg, il va vers la personne qui possède cet éléphant, il essaie d'abord de louer l'éléphant, l'Indien refuse. Donc il décide de l'acheter et il l'achète extrêmement cher, il l'achète 2000 livres, sachant qu'il est parti avec 20 000 livres, hein. Donc c'est quand même une grosse somme. Il rencontre un Parsi, un Persan, qui est aussi cornac, c'est-à-dire un spécialiste en éléphant, etc. Il sait à peu près comment le dresser, le nourrir, le soigner, etc. Donc ils partent avec cet éléphant et en chemin, ils croisent dans cette forêt de Bundelkund, dans la forêt de Bundelkund, ils croisent un cortège religieux de personnes qui
vouent leur culte à une déesse qui s'appelle Kali, qui est la déesse de la mort et de l'amour. Il faut savoir que malheureusement les personnes qui vénèrent cette déesse ont tendance à un peu tuer tout le monde pour gagner de la thune et à faire des sacrifices. Donc bon, t'as pas très envie de les croiser. Donc ils se cachent dans la forêt. Il laisse passer le cortège et en laissant passer le cortège, il constate qu'il y a un cadavre d'un vieil homme et aussi une femme avec beaucoup de bijoux sur elle, des maquillages, etc. Et en fait, il s'avère que c'est un souti, c'est-à-dire que c'est un sacrifice. Cette femme va être tuée le lendemain. Et donc, ça jette un peu un froid chez nos amis Passepartout et Phileas Fogg. Il faut savoir que Sir Francis Cromarty est aussi du voyage avec eux. Et c'est lui d'ailleurs qui leur dit que c'est un souti, un sacrifice. Et donc, Phileas Fogg, lui, il dit « Bah écoutez, moi, j'ai 12 heures d'avance encore. On peut peut-être essayer de la sauver, cette femme, parce que visiblement, elle a pas tellement envie de se faire sacrifier, sauf qu'elle peut pas le montrer parce qu'elle a l'air droguée au chanvre et à l'opium. Et donc, Phileas Fogg propose d'aller la secourir, cette femme, parce que les femmes qui décident de ne pas se faire sacrifier sont un peu, deviennent en fait des parias, des traîtres, et donc sont vouées à vivre une existence horrible, donc elles n'ont pas vraiment le choix. Et donc Phileas Fogg propose d'aller venir en aide cette personne, et c'est là où on s'est arrêté au chapitre 12. Donc ils doivent aller en direction donc, de Allahabad, mais entre temps ils vont essayer peut-être de sauver cette femme. Donc à voir si ils vont y arriver, et s'ils y parviennent, est-ce que ça va retarder le voyage ou pas? Pour le moment, ils ont de l'avance, mais s'il y a un problème, ça risque de retarder les choses. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et c'est parti pour le chapitre 13, dans lequel Passepartout prouve une fois de plus que la fortune sourit aux audacieux. Le dessein était hardi. Hérissé de difficultés, impraticable peut-être, Mr. Fogg allait risquer sa vie ou tout au moins sa liberté et par conséquent la réussite de ses projets. Mais il n'hésita pas. Il trouva d'ailleurs dans Sir Francis Cromarty un auxiliaire décidé. Quant à Passepartout, il était prêt, on pouvait disposer de lui. L'idée de son maître l'exaltait. Il sentait un cœur, une âme sous cette enveloppe de glace. Il se prenait à aimer Phileas Fogg. La chaise qui grince, Hans et bientôt peut-être Passepartout, les inoubliables de la chaîne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Oui, parce qu'alors on est donc juste après que Phileas Fogg dit « Et si nous sauvions cette femme ?» Et il dit « J'ai encore 12 heures d'avance, je puis les consacrer à cela. » Et « Tiens, mais vous êtes un homme de cœur. Quelquefois, répondit Phileas Fogg, quand j'ai le temps. » Et donc là, ça parle donc justement de cette épopée que propose Phileas Fogg. Restait le guide. Quel parti prendrait-il dans l'affaire? Ne serait-il pas porté pour les hindous? À défaut de ce concours, il fallait au moins s'assurer sa neutralité. Sir Francis Cromarty lui posa franchement la question. « Mon officier, répondit le guide, je suis Parsi et cette femme est Parsi. Disposez de moi. Bien, guide, répondit Mr. Fogg. Toutefois, sachez-le bien, reprit le Parsi, non seulement nous risquons notre vie, mais des supplices horribles si nous sommes pris. Ainsi, voyez. C'est vu, répondit Mr. Fogg. Je pense que nous devrons attendre la nuit pour agir. Je le pense aussi, répondit le guide. Ce brave hindou donna alors quelques détails sur la victime. C'était une indienne d'une beauté célèbre, de race parsi, fille de riches négociants de Bombay. Elle avait reçu dans cette ville une éducation absolument anglaise, et à ses manières, à son instruction, on l'eût crue européenne. Elle se nommait Aouda. Orpheline, elle fut mariée malgré elle à ce vieux Raja du Bundelkund. 3 mois après, elle devint veuve. Sachant le sort qui l'attendait, elle s'échappa, fut reprise aussitôt et les parents du Raja, qui avaient intérêt à sa mort, la vouèrent à ce supplice auquel il ne semblait pas qu'elle pût échapper.
Ce récit ne pouvait qu'enraciner Mr. Fogg et ses compagnons dans leur généreuse résolution. Il fut décidé que le guide dirigerait l'éléphant vers la pagode de Pillaji, dont il se rapprocherait autant que possible. Donc la pagode de Pillaji, c'est là où va avoir lieu le sacrifice. Une demi-heure après, halte fut faite sous un taillis, à 500 pas de la pagode, que l'on ne pouvait apercevoir, mais les hurlements des fanatiques se laissaient entendre distinctement. Les moyens de parvenir jusqu'à la victime furent alors discutés. Le guide connaissait cette pagode de Pillaji dans laquelle il affirmait que la jeune femme était emprisonnée. Pourrait-on y pénétrer par une des portes, quand toute la bande serait plongée dans le sommeil de l'ivresse, ou faudrait-il pratiquer un trou dans une muraille? C'est ce qui ne pourrait être décidé qu'au moment et au lieu même. Mais ce qui ne fit aucun doute, c'est que l'enlèvement devait s'opérer cette nuit même, et non quand, le jour venu, la victime serait conduite au supplice. À cet instant, aucune intervention humaine n'eût pu la sauver. Mr. Fogg et ses compagnons attendirent la nuit. Dès que l'ombre se fit, vers 6 heures du soir, ils résolurent d'opérer une reconnaissance autour de la pagode. Les derniers cris des fakirs s'éteignaient alors. Suivant leur habitude, ces Indiens devaient être plongés dans l'épaisse ivresse du hang, opium liquide mélangé d'une infusion de chanvre. Et il serait peut-être possible de se glisser entre eux jusqu'au temple. Le Parsi, guidant Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout, s'avança sans bruit à travers la forêt. Après 10 minutes de reptation sous les ramures, ils arrivèrent au bord d'une petite rivière, et là, à la lueur des torches de fer à la pointe desquelles brûlaient des résines, ils aperçurent un monceau de bois empilé. C'était le bûcher, fait de précieux santal et déjà imprégné d'une huile parfumée. À sa partie supérieure reposait le corps embaumé du Rajah, qui devait être brûlé en même temps que sa veuve. À 100 pas de ce bûcher s'élevait la pagode, dont les minarets perçaient dans l'ombre la cime des arbres. Et donc, le cadavre qu'il avait lors de du cortège qu'ils ont aperçu dans la forêt du Bundelkund, le cadavre qu'ils ont aperçu, c'est donc celui du Rajah, qui était donc marié à Aouda, et il était donc marié à Aouda, et donc il doit brûler avec elle. Super ambiance. Je voulais regarder quelque chose. Après 10 minutes de reptation. D'accord. Mode de locomotion dans lequel le corps progresse sur sa face ventrale par des mouvements d'ensemble. Ramper, quoi. D'accord. Venez, dit le guide à voix basse. Et redoublant de précautions, suivi de ses compagnons, il se glissa silencieusement à travers les grandes herbes. Le silence n'était plus interrompu que par le murmure du vent dans les branches. J'imagine bien Fogg ramper dans la jungle, vraiment. Ah, vraiment, lui qui a pas du tout l'habitude de ce genre de voyage, ça doit un peu le dépayser, mais visiblement, il n'est pas du tout décontenancé par ce qui lui arrive. Hein. À chaque fois qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres, notamment le fait de voyager à dos d'éléphant, lui, il est au calme, il dort dans la jungle, il a l'impression d'être dans sa petite maison de Saville-Row. Non, vraiment, pour le moment, il n'est pas du tout décontenancé par les événements, et en plus, qu'on lui dit « ouais, mais à cause de ça, il va y avoir des retards, etc. », il a l'air vraiment de prendre ça tranquillement, parce qu'il a confiance dans ses plannings et dans sa manière de faire. Est-ce qu'à un moment, il va y arriver où ça va en être un peu trop pour Fogg? Est-ce qu'à un moment, la coupe sera pleine ou pas? C'est la question qu'il faut se poser, peut-être, concernant Fogg, qui là doit donc ramper sous les ramures. Le silence n'était plus interrompu que par le murmure du vent dans les branches. Bientôt le guide s'arrêta à l'extrémité d'une clairière. Quelques résines éclairaient la place. Le sol était jonché de groupes de dormeurs, appesantis par l'ivresse. On eût dit un champ de bataille couvert de morts. Hommes, femmes, enfants, tout était confondu. Quelques ivrognes râlaient encore çà et là.
À l'arrière-plan, entre la masse des arbres, le temple de Piladji se dressait confusément. Mais au grand désappointement du guide, les gardes des Rajas, éclairés par des torches fuligineuses, veillaient aux portes et se promenaient, le sabre nu. On pouvait supposer qu'à l'intérieur, les prêtres veillaient aussi. Le Parsi ne s'avança pas plus loin. Il avait reconnu l'impossibilité de forcer l'entrée du temple. Et il ramena ses compagnons en arrière. Fuligineuse. Des torches fuligineuses qui rappellent la suie ou en dégage qui en a la couleur. Enfant et ivresse dans la même phrase, c'est pas forcément une bonne idée ça. Oui, effectivement. Effectivement, ça devait être des... Ça devait être des endroits où t'avais pas trop envie d'y être étant enfant ou disons si tu partages pas tellement les opinions de ces personnes, je pense. Puis même si tu les partages, t'as des chances de te faire sacrifier. Donc bon, l'ambiance est pas ouf quand même, globalement. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty avaient compris comme lui qu'ils ne pouvaient rien tenter de ce côté. Ils s'arrêtèrent et s'entretinrent à voix basse. « Attendons, » dit le brigadier général, « il n'est que 8 heures encore, et il est possible que ces gardes succombent aussi au sommeil. »« Cela est possible, en effet, » répondit le Parsi. Phileas Fogg et ses compagnons s'étendirent donc au pied d'un arbre et attendirent. Le temps leur parut long. Le guide les quittait parfois et allait observer la lisière du bois. Les gardes du Raja veillaient toujours à la lueur des torches, et une vague lumière filtrait à travers les fenêtres de la pagode. On attendit ainsi jusqu'à minuit. La situation ne changea pas, même surveillance au dehors. Il était évident qu'on ne pouvait compter sur l'assoupissement des gardes. L'ivresse du hang leur avait été probablement épargnée. Il fallait donc agir autrement et pénétrer par une ouverture pratiquée aux murailles de la pagode. Restait la question de savoir si les prêtres veillaient auprès de leurs victimes avec autant de soin que les soldats à la porte du temple. Après une dernière conversation, le guide se dit prêt à partir. Mr. Fogg, Sir Francis et Passepartout le suivirent. Ils firent un détour assez long afin d'atteindre la pagode par son chevet. Vers minuit et demi, ils arrivèrent au pied des murs sans avoir rencontré personne. Aucune surveillance n'avait été établie de ce côté, mais il est vrai de dire que fenêtres et portes manquaient absolument. La nuit était... Je pense que c'est un « la » tout court, hein, et pas un « la » avec un « a » aigu. Grave, pardon. La nuit était sombre. La lune, alors dans son dernier quartier, quittait à peine l'horizon encombré de gros nuages. La hauteur des arbres accroissait encore l'obscurité. Mais il ne suffisait pas d'avoir atteint le pied des murailles, il fallait encore y pratiquer une ouverture. Pour cette opération, Phileas Fogg et ses compagnons n'avaient absolument que leur couteau de poche. Très heureusement, les parois du temple se composaient d'un mélange de briques et de bois qui ne pouvait être difficile à percer. La première brique une fois enlevée, les autres viendraient facilement. Encore faut-il qu'ils fassent pas trop de bruit quand même. On se mit à la besogne en faisant le moins de bruit possible. Le Parsi d'un côté, Passepartout de l'autre, travaillait à desceller les briques de manière à obtenir une ouverture large de 2 pieds. Le travail avançait, quand un cri se fit entendre à l'intérieur du temple, et presque aussitôt d'autres cris lui répondirent du dehors. Passepartout et le guide interrompirent leur travail. Les avait-on surpris? L'éveil était-il donné? La plus vulgaire prudence leur commandait de s'éloigner, ce qu'ils firent en même temps que Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty. Ils se blottirent de nouveau sous le couvert du bois, attendant que l'alerte, si c'en était une, se fût dissipée, et prêts, dans ce cas, à reprendre leur opération. Mais, contretemps funeste, des gardes se montrèrent au chevet de la pagode, et s'y installèrent de manière à empêcher toute approche. Il serait difficile de décrire le désappointement de ces 4 hommes, arrêtés dans leur œuvre. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus parvenir jusqu'à la victime, comment la sauverait-il? Sir Francis Cromarty se rongeait les poings. Passepartout était hors de lui, et le guide avait quelque peine à le contenir. L'impassible Fogg attendait sans manifester ses sentiments.
N'avons-nous plus qu'à partir? Demanda le brigadier général à voix basse. Nous n'avons plus qu'à partir, répondit le guide. Attendez, dit Fogg. Il suffit que je sois demain à Allahabad avant midi. Mais qu'espérez-vous? Répondit Sir Francis Cromarty. Dans quelques heures, le jour va paraître et la chance qui nous échappe peut se représenter au moment suprême. Le brigadier général aurait voulu pouvoir lire dans les yeux de Phileas Fogg. Sur quoi comptait donc ce froid anglais? Voulait-il, au moment du supplice, se précipiter vers la jeune femme et l'arracher ouvertement à ses bourreaux? C'eût été une folie, et comment admettre que cet homme fût fou à ce point? Néanmoins, Sir Francis Cromarty consentit à attendre jusqu'au dénouement de cette terrible scène. Toutefois, le guide ne laissa pas ses compagnons à l'endroit où ils s'étaient réfugiés, et il les ramena vers la partie antérieure de la clairière. Là, abrités par un bouquet d'arbres, ils pouvaient observer les groupes endormis. Cependant, Passepartout, juché sur les premières branches d'un arbre, ruminait une idée qui avait d'abord traversé son esprit comme un éclair et qui finit par s'incruster dans son cerveau. Attention, Passepartout, t'en as fait beaucoup des dingueries jusque-là. Il y a intérêt à ce que cette idée elle soit incroyable. Hein. Parce que là, t'en as fait assez des conneries et des dingueries, donc si c'était possible de pas la faire en mode Rambo et puis de saccager tout, ça serait cool. Parce qu'il y a quand même des enfants, donc on va essayer de pas traumatiser des gens, Passepartout. Rassure-moi, s'il te plaît. Il avait commencé par se dire « Quelle folie !» Et maintenant il répétait « Pourquoi pas après tout ?» C'est une chance, peut-être la seule, et avec de tels abrutis... Voilà, c'est comme ça qu'il parle, lui. C'est comme ça que tu parles aux gens, toi. Hein, c'est une chance, peut-être la seule, et avec de tels abrutis. Passepartout le craque en approche. Bah, j'espère que ça va pas... que ça va être qui va démontrer ses capacités de boss, mais jusque-là, il l'a pas vraiment prouvé encore. En tout cas... Passepartout ne formula pas autrement sa pensée, mais il ne tarda pas à se glisser avec la souplesse d'un serpent sur les basses branches de l'arbre dont l'extrémité se courbait vers le sol. Les heures s'écoulaient, et bientôt quelques nuances moins sombres annoncèrent l'approche du jour. Cependant l'obscurité était profonde encore. C'était le moment. Il se fit comme une résurrection dans cette foule assoupie. Les groupes s'animèrent, des coups de tam-tam retentirent, chants et cris éclatèrent de nouveau. L'heure était venue à laquelle l'infortuné allait mourir. En effet, les portes de la pagode s'ouvrirent. Une lumière plus vive s'échappa de l'intérieur. Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime vivement éclairée que deux prêtres traînaient au dehors. Il leur sembla même que, secouant l'engourdissement de l'ivresse par un suprême instinct de conservation, la malheureuse tentait d'échapper à ses bourreaux. Le cœur de Sir Francis Cromarty bondit, et par un mouvement convulsif, saisissant la main de Phileas Fogg, il sentit que cette main tenait un couteau ouvert. En ce moment, la foule s'ébranla. La jeune femme était retombée dans cette torpeur provoquée par les fumées du chanvre. Elle passa à travers les fakirs qui l'escortaient de leurs vociférations religieuses. Phileas Fogg et ses compagnons, se mêlant au dernier rang de la foule, la suivirent. 2 minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s'arrêtaient à moins de 50 pas du bûcher sur lequel était couché le corps du Rajah. Dans la demi-obscurité, ils virent la victime absolument inerte, étendue auprès du cadavre de son époux. Puis une torche fut approchée et le bois imprégné d'huile s'enflamma aussitôt. À ce moment, Sir Francis Cromarty et le guide retinrent Phileas Fogg, qui, dans un moment de folie généreuse, s'élançait vers le bûcher. Mais Phileas Fogg les avait déjà repoussés quand la scène changea soudain. Un cri de terreur s'éleva, toute cette foule se précipita à terre, épouvantée.
Le vieux Raja n'était donc pas mort, qu'on le vit se redresser tout à coup, comme un fantôme, soulever la jeune femme dans ses bras, descendre du bûcher au milieu des tourbillons de vapeur qui lui donnaient une apparence spectrale. Les fakirs, les gardes, les prêtres, pris d'une terreur subite, étaient là, face à terre, n'osant lever les yeux et regarder un tel prodige. La victime inanimée passa entre les bras vigoureux qui la portaient, et sans qu'elle parût leur peser. Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le Parsi avait courbé la tête, et Passepartout, sans doute, n'était pas moins stupéfié. Ce ressuscité arriva ainsi près de l'endroit où se tenaient Mr. Fogg et Sir Francis Cromarty, et là, d'une voix brève, « Filons !» dit-il. C'était Passepartout lui-même qui s'était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée épaisse. C'était Passepartout qui, profitant de l'obscurité profonde encore, avait arraché la jeune femme à la mort. C'était Passepartout qui, jouant son rôle avec un audacieux bonheur, passait au milieu de l'épouvante générale. Incroyable! Passepartout! Mais... exceptionnel! Quelle performance exceptionnelle de Passepartout! Alors là, pour la créativité, je mets un 10. Je mets un 10 pour la créativité. Là, vraiment, oh là là, mais incroyable! Notre Dieu à tous, non mais incroyable! Tellement cool ce passage. Passepartout le crack, Fogg le crack aussi, ouais, Fogg qui a failli faire une dinguerie tout à l'heure. Un instant après, tous quatre disparaissaient dans le bois et l'éléphant les emportait d'un trot rapide. Mais des cris, des clameurs et même une balle perçant le chapeau de Phileas Fogg leur apprirent que la ruse était découverte. En effet, sur le bûcher enflammé se détachait alors le corps du vieux Raja. Les prêtres, revenus de leur frayeur, avaient compris qu'un enlèvement venait de s'accomplir. Aussitôt, ils s'étaient précipités dans la forêt. Les gardes les avaient suivis, une décharge avait eu lieu, mais les ravisseurs fuyaient rapidement et en quelques instants, ils se trouvaient hors de la portée des balles et des flèches. Je suis subjugué par ce qu'on vient de lire. Je suis subjugué à travers les flammes, au milieu des tourbillons de vapeur. Il a porté cette femme, faisant peur à tout le monde, parce que tout le monde pensait que c'était le Raja qui venait de ressusciter. Et non, c'est Passepartout le crack. Passepartout, putain. Chapitre 14, dans lequel Phileas Fogg descend toute l'admirable vallée du Gange, sans même songer à la voir. Le hardi enlèvement avait réussi. 1 heure après, Passepartout riait encore de son succès. Sir Francis Cromarty avait serré la main de l'intrépide garçon. « Bravo, jeune homme, bravo !» Son maître lui avait dit « Bien », ce qui, dans la bouche de ce gentleman, équivalait à une haute approbation. « Bien. Ouais, bien joué là. Ouais, c'était vraiment bien, quoi. Bravo. Par contre, t'oublieras pas de me payer le gaz, hein. Par contre, ouais. Mais sinon, bien, ouais. Bien. À quoi Passepartout avait répondu que tout l'honneur de l'affaire appartenait à son maître. Pour lui, il n'avait eu qu'une idée drôle et il riait en songeant que, pendant quelques instants, lui, Passepartout, ancien gymnaste, ex-sergent de pompiers, avait été le veuf d'une charmante femme, un vieux Raja embaumé. Quant à la jeune indienne, elle n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé. Enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l'un des cacolets. Cacolets qui est donc ces espèces de sièges qu'on installe sur les éléphants pour s'asseoir, qu'on a déjà vu dans des films, dans des images, etc. Cependant, l'éléphant, guidé avec une extrême sûreté par le Parsi, courait rapidement dans la forêt encore obscure. 1 heure après avoir quitté la pagode de Pillaji, il se lançait à travers une immense plaine. À 7 heures, on fit halte. La jeune femme était toujours dans une prostration complète.
Le guide lui fit boire quelques gorgées d'eau et de brandy, mais cette influence stupéfiante qui l'accablait devait se prolonger quelque temps encore. Du brandy. Mais il y a du brandy, ah bah oui, parce que c'est colonie anglaise, donc forcément il y a du brandy quoi. Parce qu'aux Indes, je m'étais dit, non, non mais attends, il n'y a pas de brandy aux Indes, mais si en fait, si en fait. Sir Francis Cromarty, qui connaissait les effets de l'ivresse produite par l'inhalation des vapeurs du chanvre, n'avait aucune inquiétude sur son compte. Mais si le rétablissement de la jeune indienne ne fit pas question dans l'esprit du brigadier général, celui-ci se montrait moins rassuré pour l'avenir. Et il n'hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Miss Aouda restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Oui. Ces énergumènes se tenaient dans toute la péninsule, et certainement, malgré la police anglaise, ils sauraient reprendre leurs victimes, fût-ce à Madras, à Bombay, à Calcutta. Et Sir Francis Cromarty citait, à l'appui de ce dire, un fait de même nature qui s'était passé récemment. À son avis, la jeune femme ne serait véritablement en sûreté qu'après avoir quitté l'Inde. Bah, qu'elle aille avec eux. Allez, plus on est de fous, plus on rit. Allez, viens faire le tour du monde avec nous. T'inquiète même pas, on va écrire l'histoire. Viens, Aouda, voilà, t'as une vie un peu visiblement tumultueuse. T'inquiète, fais le tour du monde avec nous. Et après, on va au Reform Club, on boit 2-3 brandy et je t'apprendrai le whist. Ne t'inquiète pas. Phileas Fogg répondit qu'il tiendrait compte de ces observations et qu'il aviserait. Vers 10 heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là reprenait la voie interrompue du chemin de fer, dont les trains franchissent en moins d'un jour et d'une nuit la distance qui sépare Allahabad de Calcutta. Putain, incroyable, ils l'ont fait! Il devait arriver avant midi, il est 10 heures, ils l'ont fait, il a encore 2 heures d'avance dans son programme. Non, mais c'est... Pour le moment, Phileas Fogg, c'est une masterclass, hein. Vraiment, il est trop fort, Phileas Fogg. Il a tout prévu, et même les choses qu'il n'a pas prévues, bah ça rentre parfaitement dans son planning. C'est exceptionnel. Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour prendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre, à midi, pour Hong Kong. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller acheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc., ce qu'il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité. Illimité, ok. Ah oui, puis l'éléphant. Non, je pense à ça maintenant. Mais ils vont faire quoi de l'éléphant? Parce qu'ils l'ont acheté. Il en parle, Passepartout, dans le chapitre 12, où Passepartout, ou 11, où Passepartout se dit, mais attends, mais en fait, il a acheté l'éléphant, il va en faire quoi quand ils vont arriver à Allahabad? Ils vont en faire quoi de cet éléphant? Parce qu'ils l'ont acheté, est-ce qu'il va le revendre? Ou est-ce qu'il va en faire cadeau à je sais pas qui? Qu'est-ce qu'il va faire avec cet éléphant? Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Allahabad, c'est la cité de Dieu, l'une des plus vénérées de l'Inde, en raison de ce qu'elle est bâtie au confluent de 2 fleuves sacrés, le Gange et la Jumna, dont les eaux attirent les pèlerins de toute la péninsule. On sait d'ailleurs que, suivant les légendes du Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d'où, grâce à Brahma, il descend sur la terre. C'est vrai qu'on n'a pas cherché des images d'Allahabad, ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage quand même. Oh, ça doit être beau, purée, l'Inde, ça doit être quand même... ça doit être quand même un pays de fou, quoi. Ça doit être génial, ça doit être magnifique. Ça doit être juste magnifique. La cité des dieux. La cité des dieux, et donc il y a 2 fleuves, le Jumna et le Gange, qui passent vers le Yamuna, donc ça doit être le Jumna, comme il dit. C'est ça, le Jumna? Jumna. Lui, il dit Yumna, ou ouais, je pense que c'est Yumna. Yamuna, bon. Le Gange et donc le Yamuna ou Jumna. Et donc, nos amis, ils sont donc... oula, j'ai peut-être un peu exagéré. Et donc, ils se trouvent ici. Ils doivent aller à Calcutta. Et ensuite, ils doivent prendre le bateau. Attends, mais il a dit le bateau?
Le guide annonçait la station d'Allahabad qui la voie interrompue du chemin de fer dont les trains franchissent en moins d'un jour et une nuit la distance qui sépare Allahabad et Calcutta pour prendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement pour Hong Kong. Il n'y a pas de voie ferrée qui va jusqu'à Hong Kong. Donc ils sont obligés de faire tout le tour. J'espère qu'ils vont pouvoir passer quand même vers Singapour, etc. Enfin, je pense qu'ils vont faire ça. Donc depuis Calcutta là, ils prennent le paquebot et ils vont probablement passer par ici, je pense. Le détroit de Malacca, peut-être. Ensuite, mer de Chine. Jusqu'à Hong Kong. Ok. Ok. Bon. D'accord. On sait d'ailleurs que, suivant les légendes du Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d'où, grâce à Brahma, il descend sur la terre. Et Brahma, ça doit être une déesse ou un dieu, je pense. Grâce à Brahma, est le dieu créateur démiurge de l'hindouisme. J'y connais rien en religion, c'est terrible. Et là, ça se prouve encore parce que c'est quand même le dieu créateur. Donc c'est le boss du boss, c'est le boss ultime. Tout en faisant ses emplettes, attention, fais pas une dinguerie Passepartout, fais pas comme la dernière fois. Passepartout eut bientôt vu la ville, autrefois défendue par un fort magnifique, qui est devenu une prison d'État. Plus de commerce, plus d'industrie dans cette cité jadis industrielle et commerçante. Passepartout, qui cherchait vainement un magasin de nouveautés, comme s'il eût été dans Regent Street, à quelques pas de Farmer & Co., ne trouva que chez un revendeur vieux juif difficultueux les objets dont il avait besoin, une robe en étoffe écossaise, un vaste manteau, une magnifique pelisse en peau de loutre qu'il n'hésita pas à payer 75 livres. Puis, tout triomphant, il retourna à la gare. Miss Aouda commençait à revenir à elle. Cette influence à laquelle les prêtres de Piladji l'avaient soumise se dissipait peu à peu et ses beaux yeux reprenaient toute leur douceur indienne. Lorsque le roi poète Usaf Udaul célèbre les charmes de la reine d'Amenagara, il s'exprime ainsi. Le roi poète Usaf Udaul, je pense, plutôt il faut peut-être faire des ou au u, je pense. Usaf Udaul. D'accord. Pourquoi y a rien? Y a rien du tout. Le roi poète, ok. C'est bizarre qu'on ait genre rien sur ce mec. On a que des extraits du Tour du Monde, c'est incroyable. Ouais, on a que des trucs sur le Tour du Monde en 80 jours. D'accord, bah visiblement c'est... Et puis la reine Amenagara. Ah, Ouda, non mais attends, faut que je fiche de moi ou quoi? Amanaga est une ville. Mais non. On n'a aucune info sur ces deux trucs. Miss c'est madame en anglais il me semble, mais Miss pourquoi pas hein. Ah merde. Putain je sais jamais. Merde. Ouais, MRS on the other hand refers to a married woman. Donc MRS c'est pour madame et Miss MS c'est pour Miss, donc mademoiselle. D'accord. Donc c'est Madame Aouda. Mais c'est, je suis estomaqué qu'on ait genre aucune référence de ces deux choses. Peut-être connu à l'époque, mais oublié depuis, et du coup on a son nom que grâce à Verne. C'est peut-être ça, Mais j'avoue que c'est assez rare quand tu cherches des noms de personnes, enfin entre guillemets des personnalités, que tu trouves rien du tout, genre zéro info. Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en deux parts, encadre les contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli et de fraîcheur. Ses sourcils d'ébène ont la forme et la puissance de l'arc de Kama, dieu d'amour, et sous ses longs cils soyeux, dans la pupille noire de ses grands yeux limpides, nagent comme dans les lacs sacrés de l'Himalaya les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fine
égale et blanche, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes, comme des gouttes de rosée dans le sein mi-clos d'une fleur de grenadier. Ses oreilles mignonnes aux courbes symétriques, ses mains vermeilles, ses petits pieds bombés et tendres comme les bourgeons du lotus brillent de l'éclat des plus belles perles de Ceylan, des plus beaux diamants de Golconde. Sa mince et souple ceinture, qu'une main suffit à enserrer, rehausse l'élégante cambrure de ses reins arrondis et la richesse de son buste, où la jeunesse en fleurs étale ses plus parfaits trésors, et sous les plis soyeux de sa tunique, elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de Vikvakarma, l'éternel statuaire. Franchement, écrire un truc comme ça, beau gosse, en vrai. Beau gosse, quoi. Franchement, c'est bien dit. Là, on peut dire que ça, bien dit, bien dit. Donc de Ceylan, c'est vrai on l'a vu la dernière fois, puis je l'ai pas dit. Le Ceylan britannique à l'époque, certainement. 1802-1948, ouais c'est ça. C'était la colonie britannique, aujourd'hui dénommée Sri Lanka. Terre du Ceylan. Et Golconde, ça par contre j'en ai aucune foutue idée. Golconda, Inde, est une ville en ruine, ancienne capitale du royaume de Golconda, située dans l'état indien du Telangana. Et en argent pur de la main divine de Vikvakarma. Ah, on retombe sur des extraits de Jules Verne. Donc là, je pense qu'on va devoir s'asseoir sur une explication. Le grand bâtisseur. C'est peut-être le, je sais pas, le dieu de l'architecture. Je sais pas. Peut-être, hein, peut-être. On sait pas, hein. On sait pas, peut-être. Mais sans toute cette amplification, il suffit de dire que Madame Aouda, la veuve du Raja du Bundelkund, était une charmante femme dans toute l'acception européenne du mot. Elle parlait l'anglais avec une grande pureté, et le guide n'avait point exagéré en affirmant que cette jeune Parsi avait été transformée par l'éducation. Cependant, le train allait quitter la station d'Allahabad. Le Parsi attendait. Mr. Fogg lui régla son salaire au prix convenu, sans le dépasser d'un farthing. Ceci étonna un peu Passepartout qui savait tout ce que son maître devait au dévouement du guide. Le Parsi avait, en effet, risqué volontairement sa vie dans l'affaire de Piladji, et si, plus tard, les hindous l'apprenaient, il échapperait difficilement à leur vengeance. Ça, c'est vrai. Restait aussi la question de Cuny. Que ferait-on d'un éléphant acheté si cher? Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard. « Parsi, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant? Il est à toi. » Les yeux du guide brillèrent. « C'est une fortune que votre honneur me donne, s'écria-t-il. »« Accepte, guide, répondit Mr. Fogg, et c'est moi qui serai encore ton débiteur. » À la bonne heure, s'écria Passepartout. Prends, ami, Cuny est un brave et courageux animal. Et allons à la bête, il lui présenta quelques morceaux de sucre, disant Tiens, Cuny, tiens, bouffe ça. L'éléphant fit entendre quelques grognements de satisfaction. Ça fait quoi comme grognement de satisfaction un éléphant? C'est quoi le bruit de satisfaction d'un éléphant? Parce que j'en ai entendu des cris d'éléphant, mais le bruit de la satisfaction, je l'ai pas vraiment eu. Puis, prenant Passepartout par la ceinture et l'enroulant de sa trompe, il l'enleva jusqu'à la hauteur de sa tête. Passepartout, nullement effrayé, fit une bonne caresse à l'animal, qui le replaça doucement à terre, et à la poignée de trompe de l'honnête Cuny répondit une vigoureuse poignée de main de l'honnête garçon. Quelques instants après, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout installés dans un confortable wagon dont Madame Aouda occupait la meilleure place, couraient à toute vapeur vers Bénarès.
80 miles au plus séparent cette ville d'Allahabad, et ils furent franchis en 2 heures. Pendant ce trajet, la jeune femme revint complètement à elle. Les vapeurs assoupissantes du hang se dissipèrent. Quel fut son étonnement de se trouver sur le railway, dans ce compartiment recouverte de vêtements européens, au milieu de voyageurs qui lui étaient absolument inconnus. Ouais, voilà, j'avoue que... Bon. J'avoue qu'il y a mieux comme entrée en matière. Bonjour, alors oui, vous êtes dans un train, donc ne vous inquiétez pas. Alors c'est pas vos habits non plus, donc ne vous inquiétez pas madame, tout va bien se passer. Arrêtez de crier, arrêtez de crier. Ouais, là l'entrée en matière est un peu rude. Donc je voulais juste regarder un truc sur Bénarès. Hop. Donc on en est ici et Bénarès c'est là. Enfin, c'est Varanasi, mais aussi appelé Bénarès. Tout d'abord, ses compagnons lui prodiguèrent leurs soins et la ranimèrent avec quelques gouttes de liqueur, puis le brigadier général lui raconta son histoire. Il insista sur le dévouement de Phileas Fogg, qui n'avait pas hésité à jouer sa vie pour la sauver, et sur le dénouement de l'aventure, dû à l'audacieuse imagination de Passepartout, c'est peut-être le plus important. Mr. Fogg laissa dire sans prononcer une parole. Passepartout, tout honteux, répétait que ça n'en valait pas la peine. Madame Aouda remercia ses sauveurs avec effusion, par ses larmes plus que par ses paroles. Ses beaux yeux, mieux que ses lèvres, furent les interprètes de sa reconnaissance. Puis, sa pensée la reportant aux scènes du Souti, ses regards revoyant cette terre indienne où tant de dangers l'attendaient encore, elle fut prise d'un frisson de terreur. Phileas Fogg comprit ce qui se passait dans l'esprit de Madame Aouda, et, pour la rassurer, il lui offrit, très froidement d'ailleurs, de la conduire à Hong Kong, où elle demeurerait jusqu'à ce que cette affaire fût assoupie. Madame Aouda accepta l'offre avec reconnaissance. Précisément, à Hong Kong résidait un de ses parents, parsi comme elle, et l'un des principaux négociants de cette ville, qui est absolument anglaise, tout en occupant un point de la côte chinoise. À 12h30, le train s'arrêtait à la station de Bénarès. Les légendes brahmaniques affirment que cette ville occupe l'emplacement de l'ancienne Kazi, qui était autrefois suspendue dans l'espace entre le zénith et le nadir, comme la tombe de Mahomet. Ok. Mais à cette époque plus réaliste, Bénarès, Athènes de l'Inde, au dire des orientalistes, reposait tout prosaïquement sur le sol, et Passepartout put un instant entrevoir ces maisons de briques, ces huttes en clayonnage qui lui donnaient un aspect absolument désolé, sans aucune couleur locale. Nadir. Point du ciel à la verticale de l'observateur vers le bas, opposé à zénith. Ok. Et donc ça serait entre les deux où se situe la ville de Bénarès selon les légendes brahmaniques. D'accord. Mais Kazi, je sais pas, affirme que cette ville occupe l'emplacement de l'ancienne Kazi qui était autrefois suspendue. L'ancienne Kazi, donc ça devait être la cité Kazi qu'on a vue tout à l'heure. La cité où il y avait donc le peuple des Kazi. Et j'ai un peu mal lu ce passage aussi. Mais à cette époque plus réaliste, Bénarès, Athènes de l'Inde, au dire des orientalistes, reposait tout prosaïquement sur le sol et Passepartout put un instant entrevoir ces maisons de briques, ces huttes en clayonnage, qui lui donnaient un aspect absolument désolé, sans aucune couleur locale. C'est là que devait s'arrêter Sir Francis Cromarty. Les troupes qu'il rejoignait campaient à quelques miles au nord de la ville. Le brigadier général fit donc ses adieux à Phileas Fogg, lui souhaitant tout le succès possible, et exprimant le vœu qu'il recommençât ce voyage d'une façon moins originale mais plus profitable. Mr. Fogg pressa légèrement les doigts de son compagnon. Les compliments de Madame Aouda furent plus affectueux. Jamais elle n'oublierait ce qu'elle devait à Sir Francis Cromarty. Quant à Passepartout, il fut honoré d'une vraie poignée de main de la part du brigadier général. Tout ému, il se demanda où et quand il pourrait bientôt bien se dévouer pour lui. Puis on se sépara. À partir de Bénarès, la voie ferrée suivait en partie la vallée du Gange.
À travers les vitres du wagon, par un temps assez clair, apparaissait le paysage varié du Béarn, puis des montagnes couvertes de verdure, les champs d'orge, de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants, des zébus à grosses bosses venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré, et aussi, malgré la saison avancée et la température déjà froide, des bandes d'hindous des deux sexes qui accomplissaient pieusement leurs saintes ablutions. Ces fidèles, ennemis acharnés du bouddhisme, sont sectateurs fervents de la religion brahmanique, qui s'incarne en ces trois personnes, Vishnu, la divinité solaire, Shiva, la personnification divine des forces naturelles, et Brahma, le maître suprême des prêtres et des législateurs. Mais de quel œil Brahma, Shiva et Vishnu devaient-ils considérer cette Inde, maintenant britannisée, lorsque quelques steamboats passaient en hennissant et troublaient les eaux consacrées du Gange, effarouchant les mouettes qui volaient à la surface, les tortues qui pullulaient sur ses bords et les dévots étendus au long de ses rives. Tout ce panorama défila comme un éclair et souvent un nuage de vapeur blanche en cacha les détails. À peine les voyageurs purent-ils entrevoir le fort de Chunar, à 20 miles au sud-est de Bénarès, ancienne forteresse des Rajas du Béarn, Ghazpur et ses importantes fabriques d'eau de rose, le tombeau de Lord Cornwallis qui s'élève sur la rive gauche du Gange, la ville fortifiée de Buxar, Patna, grande cité industrielle et commerçante, où se tient le principal marché d'opium de l'Inde, Mongir, ville plus qu'européenne, anglaise comme Manchester ou Birmingham, renommée pour ses fonderies de fer, ses fabriques de taillanderie et d'armes blanches, et dont les hautes cheminées encrassaient d'une fumée noire le ciel de Brahma. Un véritable coup de poing dans le pays du rêve. Le fort de Chunar. Ça doit être ça, le fort de Chunar. Joli, hein? Le fort de Chunar, 20 miles au sud-est de Bénarès. Le tombeau de Lord Cornwallis. Qui est cet homme? Qui êtes-vous? Est décédé le 5 octobre 1805 à Ghazpur, près de Ghazipur. Il n'y a même pas de truc, non, il n'y a rien. Dans le nord de l'Inde, est un général britannique connu comme commandant des troupes britanniques lors du siège de Yorktown pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Par la suite, il fut gouverneur général de l'Inde et lord lieutenant d'Irlande, avant d'être le principal négociateur britannique du traité d'Amiens. Mongir. Purée, il y en a des villes, mon dieu. Oh, joli dessin ça. Ville forteresse de Mongir. Qui a probablement... Ah, Munger. Peut-être que c'est ça. Ça doit peut-être être ça. En tout cas, on est plus ou moins dans la zone... dans la zone qui nous intéresse. Donc c'est peut-être ça. Puis, la nuit vint, et au milieu des hurlements des tigres, des ours, des loups qui fuyaient devant la locomotive, le train passa à toute vitesse et on n'aperçut plus rien des merveilles du Bengale, ni Golconde, ni Gour en ruine, ni Mourshedabad, qui fut autrefois capitale, ni Bourdouane, ni Ougli, ni Chandernagore, ce point français du territoire indien sur lequel Passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie. Enfin, à 7 heures du matin, Calcutta était atteint. Le paquebot en partance pour Hong Kong ne levait l'ancre qu'à midi. Phileas Fogg avait donc 5 heures devant lui. D'après son itinéraire, ce gentleman devait arriver dans la capitale des Indes le 25 octobre, 23 jours après avoir quitté Londres, et il y arrivait au jour fixé. Il n'avait donc ni retard ni avance. Malheureusement, les 2 jours gagnés par lui entre Londres et Bombay avaient été perdus, on sait comment, dans cette traversée de la péninsule indienne. Mais il est à supposer que Phileas Fogg ne le regrettait pas.
Chapitre 15, où le sac aux banknotes s'allège encore de quelques milliers de livres. Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon et fut suivi de Mr. Fogg, qui aida sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong, afin d'y installer confortablement Madame Aouda, qu'il ne voulait pas quitter tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. Au moment où Mr. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit « Monsieur Phileas Fogg ? C'est moi. Cet homme est votre domestique ? Ajouta le policeman en désignant Passepartout. Oui. Veuillez me suivre tous les deux. Oh non, l'enfer. Il va se faire emmerder Passepartout à cause de ce qui s'est passé à Bombay. Mr. Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et pour tout Anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de sa baguette, et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. « Cette jeune dame peut nous accompagner » demanda Mr. Fogg. « Elle le peut » répondit le policeman. Internet en résidence universitaire, c'est un truc abstrait. Ah ouais, non mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le policeman conduisit Mr. Fogg, Madame Aouda et Passepartout vers un palkigari, sorte de voiture à 4 roues et à 4 places, attelée de 2 chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet qui dura 20 minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire, aux rues étroites, bordées de cahutes dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. Puis elle passa à travers la ville européenne, égayée de maisons de briques, ombragée de cocotiers, hérissée de mâtures, que parcouraient déjà, malgré l'heure matinale, des cavaliers élégants et de magnifiques attelages. Le palkigari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple, mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. Le policeman fit descendre ses prisonniers, on pouvait vraiment leur donner ce nom, et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées en leur disant « C'est à 8h30 que vous comparaîtrez devant le juge Obadiah. » Puis il se retira et ferma la porte. « Allons, nous sommes pris !» s'écria Passepartout en se laissant aller sur une chaise. Madame Aouda, s'adressant aussitôt à Mr. Fogg, lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion « Monsieur, il faut m'abandonner, c'est pour moi que vous êtes poursuivi, c'est pour m'avoir sauvé !»« Eh non, ma petite, non, alors attends, je vais t'expliquer un truc, il s'est passé quelques dingueries là pendant le voyage, comment te dire ?» Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. Poursuivi pour cette affaire du souti. Inadmissible! Comment les plaignants oseraient-ils se présenter? Il y avait méprise. Mr. Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. « Mais le bateau part à midi !» fit observer Passepartout. « Avant midi, nous serons à bord !» répondit simplement l'impassible gentleman. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même « Parbleu, cela est certain, avant midi nous serons à bord !» Mais il n'était pas rassuré du tout. À 8h30, la porte de la chambre s'ouvrit. Le policeman reparut et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C'était une salle d'audience et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'indigènes, en occupait déjà le prétoire. Mr. Fogg, Madame Aouda et Passepartout s'assirent sur un banc en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Ce magistrat, le juge Obadiah, entra presque aussitôt, suivi du greffier. C'était un homme gros, un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'en coiffa lestement. « La première cause, dit-il, mais portant la main à sa tête, et ce n'est pas ma perruque. En effet, monsieur Obadiah, c'est la mienne, répondit le greffier. Cher monsieur Oysterpoof, comment voulez-vous qu'un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier?
l'échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. La première cause, reprit alors le juge Obadiah. Phileas Fogg, dit le greffier Oysterpoof. Me voici, répondit Mr. Fogg. Passepartout? Présent, répondit Passepartout. Bien, dit le juge Obadiah. Voilà 2 jours accusés que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. Mais de quoi nous accuse-t-on? S'écria Passepartout, impatienté. Vous allez le savoir, répondit le juge. Monsieur, dit alors Mr. Fogg, je suis citoyen anglais et j'ai droit. Vous a-t-on manqué d'égard? Demanda Mr. Obadiah. Aucunement. Bien, faites entrer les plaignants. Sur l'ordre du juge, une porte s'ouvrit et 3 prêtres hindous furent introduits par un huissier. 3 prêtres hindous. Mais ce pourrait être lesquels? Ah, c'est bien cela, murmura Passepartout. Ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame. Ah, c'est eux. Ah, moi je pensais que c'était ceux qui l'avaient roué de coups. Les prêtres se tinrent debout devant le juge et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège, formulée contre le sieur Phileas Fogg et son domestique, accusés d'avoir violé un lieu sacré consacré par la religion brahmanique. Vous avez entendu? Demanda le juge à Phileas Fogg. Oui, monsieur, répondit Mr. Fogg en consultant sa montre. Et j'avoue. Ah, vous avouez. J'avoue et j'attends que ces 3 prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Pillaji. Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. Sans doute, s'écria impétueusement Passepartout, à cette pagode de Pillaji devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes. Nouvelle stupéfaction des prêtres et profond étonnement du juge Obadiah. Mais con quoi, mais quelle victime? Demanda-t-il. Brûler qui? En pleine ville de Bombay? Bombay? S'écria Passepartout. Sans doute il ne s'agit pas de la pagode de Pillaji, mais de la pagode de Malabar Hill, à Bombay. Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur, ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau. Mes souliers! S'écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, ils l'avaient oublié, et c'était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta. En effet, l'agent Fix avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de 12 heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malabar Hill. Il leur avait promis des dommages-intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis, par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais, par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par dépêche, devaient arrêter à leur descente du train. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une des stations du Peninsular Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant 24 heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. Quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon en compagnie, il est vrai, d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. Aussitôt il lança sur lui un policeman, et voilà comment Mr. Fogg, Passepartout et la veuve du Raja du Bundelkund furent conduits devant le juge Obadiah. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu dans un coin du prétoire le détective qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre. Car à Calcutta, comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui manquait encore. Cependant, le juge Obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu'il possédait pour reprendre ses imprudentes paroles. « Les faits sont avoués ?» dit le juge.
Avouez, répondit froidement Mr. Fogg. Attendu, reprit le juge, attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Malabar Hill à Bombay, dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison et à une amende de 300 livres. 15 jours de prison. C'est un peu sévère. L'amende à la limite, mais 15 jours. Bon, il y a coups et blessures aussi. C'est incroyable parce qu'il il parle même pas des coups et des blessures. Mais moi, c'est plutôt ça qui me choque. Mais c'est vrai qu'il y a un sacrilège aussi, mais 300 livres, s'écria Passepartout qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. Silence, fit l'huissier d'une voix glapissante. Et, ajouta le juge Obadiah, attendu qu'il n'est pas matériellement prouvé qu'il n'y ait pas connivence entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des gestes d'un serviteur à ses gages, retient le dit Phileas Fogg et le condamne à 8 jours de prison et 150 livres d'amende. Greffier, appelez une autre cause. Et là, c'est problématique. Et ouais, là, c'est un peu le problème. Les problèmes. Fix, dans son coin, éprouvait une indicible satisfaction. Phileas Fogg, retenu 8 jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître. Un pari de 20 000 livres perdus, et tout cela parce que, en vrai badaud, il était entré dans cette maudite pagode. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait pas même froncé le sourcil. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. »« C'est votre droit. » répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos, mais il reprit son assurance quand il entendit le juge « Attendu la qualité d'étranger de Phileas Fogg et de son domestique. Fixez la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de 1000 livres. » C'était 2000 livres qu'il en coûterait à Mr. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. « Je paie, » dit ce gentleman. Et du sac que portait Passepartout, il retira un paquet de banknotes qu'il déposa sur le bureau du greffier. « Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, » dit le juge. « En attendant, vous êtes libre sous caution. »« Venez, » dit Phileas Fogg à son domestique. « Mais au moins qu'il rende les souliers !» s'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers, quand même. En voilà qui coûte cher, murmura-t-il, plus de 1000 livres chacun, sans compter qu'ils me gênent. Passepartout, absolument piteux, suivit Mr. Fogg qui avait offert son bras à la jeune femme. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de 2000 livres et qu'il ferait ses 8 jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. Mr. Fogg prit une voiture dans laquelle Madame Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Fix courut derrière la voiture, qui s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville. À un demi-mille en rade, le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. 11 heures sonnaient. Mr. Fogg était en avance d'1 heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec Madame Aouda et son domestique. Le détective frappa la terre du pied. « Le gueux !» s'écria-t-il. « Il part 2000 livres sacrifiés, prodigue comme un voleur. Ah, je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais du train dont il va, tout l'argent du vol y aura passé. » L'inspecteur de police s'était fondé à faire cette réflexion. En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en primes, en achat d'éléphants, en caution et en amende, Phileas Fogg avait déjà semé plus de 5000 livres sur sa route. Et le tant pour cent de la somme recouvrée
attribués aux détectives allaient diminuant toujours. Ah ouais, parce que c'est ça, il y a aussi la prime, c'est ça, il y a une prime. Il y a une prime de je ne sais plus combien de livres, plus un pourcentage de la somme volée par le voleur de 55 000 livres, qui est donnée à la personne qui retrouvera le voleur. Donc Fix, il a intérêt à mettre la main sur le voleur le plus tôt possible. Si le voleur est bel et bien Phileas Fogg, hein, parce que pour le moment, on sait pas vraiment, en fait. On sait pas vraiment si c'est le voleur ou pas. Chapitre 16, où Fix n'a pas l'air de connaître du tout les choses dont on lui parle. Le Rangoon, l'un des paquebots que la compagnie péninsulaire et orientale emploie au service des mers de la Chine et du Japon, était un steamer en fer, à hélice, jaugeant brut 1770 tonnes et d'une force nominale de 400 chevaux. Il égalait le Mongolia en vitesse, mais non en confortable. Aussi, Madame Aouda ne fut-elle point aussi bien installée qu'il eût désiré Phileas Fogg. Après tout, il ne s'agissait que d'une traversée de 3500 miles, soit de 11 à 12 jours, et la jeune femme ne se montra pas une difficile passagère. Pendant les premiers jours de cette traversée, Madame Aouda fit plus ample connaissance avec Phileas Fogg. En toute occasion, elle lui témoignait la plus vive reconnaissance. Le flegmatique gentleman l'écoutait, en apparence au moins, avec la plus extrême froideur, sans qu'une intonation, un geste décelât en lui la plus légère émotion. Il veillait à ce que rien ne manquât à la jeune femme. À de certaines heures, il venait régulièrement, sinon causer, du moins l'écouter. Il accomplissait envers elle les devoirs de la politesse la plus stricte, mais avec la grâce et l'imprévu d'un automate dont les mouvements auraient été combinés pour cet usage. Madame Aouda ne savait trop que penser, mais Passepartout, lui, avait un peu expliqué l'excentrique personnalité de son maître. Il lui avait appris quel gageur entraînait ce gentleman autour du monde. Madame Aouda avait souri, mais après tout, elle lui devait la vie, et son sauveur ne pouvait perdre à ce qu'elle le vit à travers sa reconnaissance. Madame Aouda confirma le récit que le guide hindou avait fait de sa touchante histoire. Elle était en effet de cette race qui tient le premier rang parmi les races indigènes. Plusieurs négociants par-ci ont fait de grandes fortunes aux Indes dans le commerce des cotons. L'un d'eux, Sir James Judgeboy, a été anobli par le gouvernement anglais et Madame Aouda était parente de ce riche personnage qui habitait Bombay. C'était même un cousin de Sir Judgeboy, l'honorable Jeji, qu'elle comptait rejoindre à Hong Kong. Trouverait-elle près de lui refuge et assistance? Elle ne pouvait l'affirmer. À quoi Mr. Fogg répondait qu'elle n'eût pas à s'inquiéter et que tout s'arrangerait mathématiquement. Ce fut son mot. La jeune femme comprenait-elle cet horrible adverbe? On ne sait. Toutefois, ses grands yeux se fixaient sur ceux de Mr. Fogg, ses grands yeux limpides comme les lacs sacrés de l'Himalaya. Mais l'intraitable Fogg, aussi boutonné que jamais, ne semblait point homme à se jeter dans ce lac. Cette première partie de la traversée du Rangoon s'accomplit dans des conditions excellentes. Le temps était maniable. Toute cette portion de l'immense baie que les marins appelaient les brasses du Bengale se montra favorable à la marche du paquebot. Le Rangoon eut bientôt connaissance du Grand Andaman, la principale du groupe, que sa pittoresque montagne de Saddle Peak, haute de 2400 pieds, signale de fort loin aux navigateurs. Les îles Andaman, on en a déjà entendu parler aussi dans le signe des 4. On est en train de refaire le signe des 4 là. Les îles Andaman, on entend parler dans le signe des 4 aussi. Et ouais, c'est ces magnifiques îles. C'est ces magnifiques îles. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas si mal, je pense. Hein. La côte fut prolongée d'assez près. Les sauvages papouas de l'île ne se montrèrent point. Ce sont des êtres placés au dernier degré de l'échelle humaine, mais dont on a fait à tort des anthropophages. Le développement panoramique de ces îles était superbe.
d'immenses forêts de lataniers, d'arecs, de bambousiers, de muscadiers, de tecs, de gigantesques mimosées, de fougères arborescentes couvraient le pays en premier plan, et en arrière se profilait l'élégante silhouette des montagnes. Sur la côte pullulaient par milliers ces précieuses salanganes, dont les nids comestibles forment un mets recherché dans le céleste empire. Mais tout ce spectacle varié, offert au regard par le groupe des Andaman, passa vite, et le Rangoon s'achemina rapidement vers le détroit de Malacca, qui devait lui donner accès dans les mers de Chine, dans les mers de la Chine. Donc c'est exactement ce que j'avais prédit finalement. Finalement, c'est exactement ce que j'avais prédit. Bon, c'était assez facile à prédire en même temps. J'ai pas vraiment inventé la poudre. C'était assez facile à prédire. C'est ici, les îles Andaman, la mer d'Andaman d'ailleurs. Et là, ils sont en train de passer par le détroit de Malacca. Singapour, ils vont devoir passer ces petites îles là. Et après, pour pouvoir monter jusqu'à Hong Kong. Que faisait pendant cette traversée l'inspecteur Fix, si malencontreusement entraîné dans un voyage de circumnavigation? Dans un voyage de circumnavigation. Voyage maritime autour d'un continent. Que faisait pendant cette traversée l'inspecteur Fix si malencontreusement entraîné dans un voyage de circumnavigation? Au départ de Calcutta, après avoir laissé des instructions pour que le mandat, s'il arrivait enfin, lui fût adressé à Hong Kong, il avait pu s'embarquer à bord du Rangoon sans avoir été aperçu de Passepartout, et il espérait bien dissimuler sa présence jusqu'à l'arrivée du paquebot. En effet, il lui eût été difficile d'expliquer pourquoi il se trouvait à bord, sans éveiller les soupçons de Passepartout, qui devait le croire à Bombay. Mais il fut amené à renouer connaissance avec l'honnête garçon par la logique même des circonstances. Comment? On va le voir. Toutes les espérances, tous les désirs de l'inspecteur de police étaient maintenant concentrés sur un unique point du monde, Hong Kong, car le paquebot s'arrêtait trop peu de temps à Singapour pour qu'il pût opérer en cette ville. C'était donc à Hong Kong que l'arrestation du voleur devait se faire, où le voleur lui échappait, pour ainsi dire, sans retour. En effet, Hong Kong était encore une terre anglaise, mais la dernière qui se rencontra sur le parcours. Au-delà, la Chine, le Japon, l'Amérique offraient un refuge à peu près assuré aux cieux Fogg. À Hong Kong, s'il y trouvait enfin le mandat d'arrestation qui courait évidemment après lui, Fix arrêtait Fogg et le remettait entre les mains de la police locale. Nulle difficulté. Mais après Hong Kong, un simple mandat d'arrestation ne suffirait plus, il faudrait un acte d'extradition. De là, retard, lenteur, obstacles de toute nature dont le coquin profiterait pour échapper définitivement. Si l'opération manquait à Hong Kong, il serait, sinon impossible, du moins bien difficile de la reprendre avec quelques chances de succès. Donc, se répétait Fix pendant ces longues heures qu'il passait dans sa cabine, donc, ou le mandat sera à Hong Kong et j'arrête mon homme, ou il n'y sera pas et cette fois, il faut à tout prix que je retarde son départ. J'ai échoué à Bombay, j'ai échoué à Calcutta. Si je manque mon coup à Hong Kong, je suis perdu de réputation. Coûte que coûte, il faut réussir. Mais quel moyen employer pour retarder, si cela est nécessaire, le départ de ce maudit Fogg? En dernier ressort, Fix était bien décidé à tout avouer à Passepartout, à lui faire connaître ce maître qu'il servait et dont il n'était certainement pas le complice. Passepartout, éclairé par cette révélation, devant craindre d'être compromis, se rangerait sans doute à lui. Fix. Mais enfin, c'était un moyen hasardeux qui ne pouvait être employé qu'à défaut de tout autre. Un mot de Passepartout à son maître eût suffi à compromettre irrévocablement l'affaire. L'inspecteur de police était donc extrêmement embarrassé quand la présence de Madame Aouda à bord du Rangoon en compagnie de Phileas Fogg lui ouvrit de nouvelles perspectives. Quelle était cette femme ? Quel concours de circonstances en avait fait la compagne de Fogg? C'était évidemment entre Bombay et Calcutta que la rencontre avait eu lieu. Mais en quel point de la péninsule?
Était-ce le hasard qui avait réuni Phileas Fogg et la jeune voyageuse? Ce voyage à travers l'Inde, au contraire, n'avait-il pas été entrepris par ce gentleman dans le but de rejoindre cette charmante personne? Car elle était charmante. Fix l'avait bien vue dans la salle d'audience du tribunal de Calcutta. On comprend à quel point l'agent devait être intrigué. Il se demanda s'il n'y avait pas dans cette affaire quelque criminel enlèvement. Oui, cela devait être. Cette idée s'incrusta dans le cerveau de Fix, et il reconnut tout le parti qu'il pouvait tirer de cette circonstance. Que cette jeune femme fût mariée ou non, il y avait enlèvement, et il était possible à Hong Kong de susciter aux ravisseurs des embarras tels qu'ils ne pussent en tirer à prix d'argent. Mais il ne fallait pas attendre l'arrivée du Rangoon à Hong Kong. Ce Fogg avait la détestable habitude de sauter d'un bateau dans un autre, et avant que l'affaire fût entamée, il pouvait être déjà loin. L'important était donc de prévenir les autorités anglaises et de signaler le passage du Rangoon avant son débarquement. Or, rien n'était plus facile, puisque le paquebot faisait escale à Singapour, et que Singapour est relié à la côte chinoise par un fil télégraphique. Toutefois, avant d'agir et pour opérer plus sûrement, Fix résolut d'interroger Passepartout. Il savait qu'il n'était pas très difficile de faire parler ce garçon, et il se décida à rompre l'incognito qu'il avait gardé jusqu'alors. Or, il n'y avait pas de temps à perdre. On était au 30 octobre, et le lendemain même, le Rangoon devait relâcher à Singapour. Donc ce jour-là, Fix, sortant de sa cabine, monta sur le pont, dans l'intention d'aborder Passepartout, le premier avec les marques de la plus extrême surprise. Passepartout se promenait à l'avant quand l'inspecteur se précipita vers lui, s'écriant « Vous, sur le Rangoon !»« Monsieur Fix à bord !» répondit Passepartout absolument surpris en reconnaissant son compagnon de traversée du Mongolia. « Quoi, je vous laisse à Bombay et je vous retrouve sur la route de Hong Kong. Mais vous faites donc vous aussi le tour du monde ?»« Non, non, répondit Fix, et je compte m'arrêter à Hong Kong, au moins quelques jours. » Ah, dit Passepartout, qui parut un instant étonné. Mais comment ne vous ai-je pas aperçu à bord depuis notre départ de Calcutta? Ma foi, un malaise, un peu de mal de mer, je suis resté couché dans ma cabine. Le golfe du Bengale ne me réussit pas aussi bien que l'océan Indien. Et votre maître, monsieur Phileas Fogg? En parfaite santé, et aussi ponctuel que son itinéraire. Pas un jour de retard. Ah, monsieur Fix, vous ne savez pas cela, vous, mais nous avons aussi une jeune dame avec nous. Une jeune dame, répondit l'agent qui avait parfaitement l'air de ne pas comprendre ce que son interlocuteur voulait dire. Mais Passepartout l'eut bientôt mis au courant de son histoire. Il raconta l'incident de la pagode de Bombay, l'acquisition de l'éléphant au prix de 2000 livres, l'affaire du Souti, l'enlèvement d'Aouda, la condamnation du tribunal de Calcutta, la liberté sous caution. Fix, qui connaissait la dernière partie de ces incidents, semblait les ignorer tous, et Passepartout se laissait aller au charme de narrer ses aventures devant un auditeur qui lui marquait tant d'intérêt. « Mais en fin de compte, demanda Fix, est-ce que votre maître a l'intention d'emmener cette jeune femme en Europe? Non pas, monsieur Fix, non pas. Nous allons tout simplement la remettre aux soins de l'un de ses parents, riche négociant de Hong Kong. Rien à faire, se dit le détective en dissimulant son désappointement. Un verre de gin, monsieur Passepartout? Volontiers, monsieur Fix. C'est bien le moins que nous buvions à notre rencontre à bord du Rangoon. Ah, il n'y arrive pas. Ah, il n'est pas parvenu cette fois. Cette fois, non. Non. Oh non, elle passe partout, mais j'y crois pas, il a tout dit, quoi. Le mec a tout déballé. Vraiment, il s'est fait un pote, pour lui, il s'est fait un pote. Non mais purée, mais pose des questions à Fix aussi. Pose-lui des questions. Genre, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le but? Pourquoi vous êtes là? Enfin, voilà, essaie de creuser un peu plus, quoi. Non, mais non, là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, Fix n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à trouver une combine en utilisant la dame, Madame Aouda, parce que ça a l'air totalement, ça a l'air totalement réglementaire, même si, bon, ils l'ont quand même enlevé, mais bon, ils lui ont sauvé la vie quand même, donc bon, voilà. Mais
il va pas pouvoir utiliser ça pour essayer de l'arrêter plus rapidement. En tout cas pour retarder son voyage. Il va pas pouvoir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. C'était très très cool, j'ai eu beaucoup de plaisir comme d'habitude. On se retrouve mercredi entre 20h et 20h30 pour la suite, pour le chapitre 17, notamment du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Je vous remercie infiniment d'être passé sur le stream, merci aux personnes qui regardent les rediffs, et on se dit à mercredi. Salut!